Alors, la question d'aujourd'hui concerne la conduite à tenir devant un traumatisme abdominal. Complément de la question, on abordera le sujet par une introduction, une épidémiologie, un rappel anatomique, le mécanisme lésionnel, s'agit-il de contusion ou de plaie abdominale et quelle différence entre les deux, le diagnostic clinique et morphologique, la prise en charge thérapeutique. On détaillera les lésions élémentaires, les lésions particulières, quels sont les principes généraux de prise en charge, l'importance de la surveillance et la recherche de complications, et on terminera par une conclusion. Alors, on définit les traumatismes abdominaux pelviens. Tout traumatisme intéressant la région du tronc, comprise entre le diaphragme en haut et le plancher pelvien en bas. Ces traumatismes peuvent survenir soit de façon isolée, au cours d'une agression, d'un accident de sport, ou entrer dans le cadre d'un polytraumatisme, le plus souvent à la suite d'un accident de la voie publique. Alors, sous ces traumatismes peuvent se regrouper des lésions à la fois intrapéritonéales intéressant les organes plats et ou creux, et des lésions rétropéritonéales intéressant les gros vaisseaux. L'examen clinique constitue une étape clé dans l'évaluation et la prise en charge des traumatismes abdominaux. Cette prise en charge a évolué considérablement avec les données de l'imagerie. Alors, sur le plan épidémiologique, il faut savoir que les traumatismes abdominaux représentent la troisième cause de mortalité. Ceci est en rapport avec une hémorragie massive. Un tiers des polytraumatisés ont un traumatisme abdominal et 30% des traumatismes abdominaux ont un traumatisme du bassin associé. 3 fois sur 4, il s'agit d'un accident de la voie publique. Alors, il faut savoir distinguer les traumatismes fermés, sans rupture de la continuité pariétale, et à ce moment-là, on parle de contusion abdominale, des traumatismes ouverts avec rupture de la continuité pariétale, et dans ce cas-là, on parle de plaie abdominale. Alors, dans ce cas de figure, nous avons la trace de la sécurité de la ceinture de sécurité qui témoigne des traumatismes importants avec probabilité de lésion thoraco-abdominale sur un abdomen qui est sans solution de continuité pariétale. Donc, on parlera de contusion abdominale. Tandis que sur ce cas de figure, c'est une plaie pénétrante avec éviscération. Nous avons l'issue du côlon, du grêle et de l'épipla. Sur cette photo-là, c'est un patient qui s'est présenté avec un coup de couteau en place, donc occasionnant une plaie abdominale pénétrante et qui ne peut être enlevée qu'en salle opératoire. Alors, un petit rappel anatomique, la région abdominopelvienne est constituée d'un contenant et d'un contenu. Le contenant, il est représenté par le diaphragme, le plancher pelvien en bas, la paroi ou la cage thoracique avec les côtes, le rachis en arrière et le bassin en bas et bien sûr la sangle abdominale antérieure, latérale et postérieure. Alors, le contenu est représenté par des organes creux et des organes plats, ainsi que les gros vaisseaux, et ces viscères sont répartis en deux plans. Un plan intrapéritonéal qui est formé par des organes creux tels que l'intestin gras et le cadre colique, des organes plats qui sont représentés par le foie, la rate, le bloc de la rate, et puis des organes rétropéritonéaux qui sont représentés par le bloc duodénopancréatique, les reins, c'est ce qu'on voit sur cette image, et les gros vaisseaux, à savoir la veine cave inférieure et l'aorte abdominale, ainsi que les vaisseaux iliaques. Alors, au niveau du pelvis, nous avons le rectum, la vessie, les vaisseaux iliaques et les organes gyniques internes. Alors, pour s'orienter dans notre examen clinique, il faut savoir subdiviser l'abdomen en 8 zones d'examination et dont chacune correspond à un aire de projection de certains viscères. Si on prend la zone 1, ça correspond à l'hypocondyle droit, où c'est l'aire de projection de la sphère hépatobiliaire et donc de l'angle colique droit. La zone 2, c'est l'épigastre, l'aire de projection de l'estomac du bloc duodénopancréatique. La zone 3, c'est l'hypocondyle gauche, l'aire de projection de l'angle colique gauche et de la rate. La zone 4, c'est le flanc gauche, l'aire de projection du côlon descendant et de l'urtère en arrière.
La fosse iliaque gauche, c'est la zone 5, l'aire de projection de la boucle sigmoïdienne des faisceaux iliaques des annexes gauche. La zone numéro 6, c'est l'hypogastre, c'est la zone de projection de la vessie, de l'utérus chez la femme et du rectum en arrière. La zone 7, c'est la fosse iliaque droite, l'aire de projection de la région iliocécale, l'appendice ainsi que les annexes à droite. Et sur la zone 8, c'est le flanc droit, c'est l'aire de projection du côlon ascendant et de l'urtère en arrière. Et enfin, nous avons la zone 0 empyréombilicale qui correspond à l'aire de projection du mésentère et de l'intestin grêle. Alors, il existe deux types de traumatismes, les traumatismes fermés ou contusion abdominale qui est fréquente dans 80% des cas, et les traumatismes ouverts ou pénétrants qui représentent 20% des cas. Alors, le mécanisme lésionnel, dans le traumatisme fermé, on peut avoir soit un choc direct suite à un écrasement, écrasement des viscères plats rétropéritonéaux contre la paroi postérieure, et ceci peut entraîner soit une compression, un éclatement, une rupture, une déformation, et c'est le cas par exemple des accidents de la voie publique où il y a un choc direct avec compression par le volant ou le tableau de bord, et ceci peut entraîner soit une lésion au regard de l'impact ou à distance par mécanisme de contre-coup. Alors, le deuxième type, toujours de mécanisme lésionnel, toujours dans les traumatismes fermés, c'est le mécanisme par décélération. Alors, par décélération, lorsqu'il y a une chute, par exemple, d'un lieu très élevé ou au cours d'un AVP à grande vitesse, alors ceci peut être à l'origine d'étirements, de déchirures, de ruptures d'organes pédiculés comme le foie et la rate. Et enfin, nous avons le troisième type de mécanisme lésionnel dans les traumatismes fermés, c'est l'effet blast par libération d'énergie contemporaine à l'explosion, et souvent elle est à l'origine de lésions d'organes plats. Deuxième type de traumatisme abdominal, ce sont les traumatismes ouverts, soit par arme-feu, il faudra toujours préciser l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie, ou bien les traumatismes par arme blanche. Il faut savoir que ces lésions abdominales par plaie, elles peuvent être pures, abdominales pures dans 60% des cas, et comme elles peuvent être associées à une localisation thoracique, c'est-à-dire 30% des cas, elles sont thoraco-abdominales. C'est le cas de figure dans cette photo, par exemple. Et cette photo aussi, c'est une lésion thoraco-abdominale. Et il faut savoir que les lésions sont abdominaux-pelviennes ou fessières dans 10% des cas. Et selon que cette plaie atteint la cavité péritoniale ou non, on parlera alors de plaie pénétrante ou non pénétrante. Et ces traumatismes par plaie, par arme blanche ou par arme à feu, souvent provoquent des lésions d'organes creux. La contusion abdominale ou le traumatisme fermé de l'abdomen peut survenir soit de façon isolée, soit dans le cas d'un polytraumatisé. Et si on est devant un polytraumatisme, il faudra rapidement évaluer les critères de Vittel pour faire le triage des patients à la recherche de lésions multifocales qui nécessiteront une prise en charge multidisciplinaire et une gestion des examens morphologiques en fonction de l'état hémodynamique du patient. Alors, devant un traumatisé de l'abdomen, il faut établir un diagnostic lésionnel qui est d'abord clinique, et il faudra préciser à l'interrogatoire les circonstances de l'accident, la cinétique de l'accident, c'est-à-dire essayer d'évaluer la vitesse de circulation pour essayer de comprendre à peu près la gravité lésionnelle. L'examen de l'abdomen est souvent difficile chez un patient dont l'état de conscience est altéré, ou lorsqu'il y a d'autres lésions associées, ou lorsqu'il y a aussi une intoxication alcoolique, et donc l'interrogatoire semble être difficile chez ces patients. Le plus important, c'est qu'il faut rechercher des signes de choc, tels qu'une pâleur cutaneo-muqueuse, des signes de soif, une angoisse, une froideur des extrémités, une respiration superficielle, une hypotension artérielle et une tachycardie, et une altération de l'état de conscience. Les signes en faveur d'un traumatisme abdominal sont souvent absents,
mais ils peuvent être suspectés devant l'existence d'une ecchymose en bande sur la face antérieure du thorax et de l'abdomen, qui est trace de la ceinture de sécurité et qui peut témoigner d'une décélération importante. Les signes en faveur d'un émoi péritoine, c'est la présence d'une douleur irradiante vers les épaules, la présence d'une défense abdominale, d'une matité des clives ou lorsqu'il y a une augmentation visible et rapide du volume de l'abdomen. Alors, les lésions des organes creux peuvent être asymptomatiques et peuvent être suspectées devant l'existence de signes d'irritation péritonéale, c'est-à-dire la disparition de la matité préhépatique ou la présence d'une contracture abdominale d'emblée. L'exploration digitale d'une plaie peut mettre en évidence une extraction péritoniale, mais parfois elle est difficile en pratique, surtout si la plaie pariétale est petite. Mais cela ne peut éliminer que les lésions sont profondes. C'est le cas par exemple d'un couteau qui est fin, mais qui est profond, qui est long, et donc qui peut entraîner une plaie superficielle toute petite, et les lésions à l'intérieur sont beaucoup plus importantes. Alors, la prise en charge thérapeutique est basée sur des principes. Le premier principe, c'est qu'il faut mettre en condition le patient, lutter en permanence contre la triade de l'étal de Moore, c'est-à-dire lutter contre l'hypothermie en couvrant le patient par une couverture chauffante, et pour lutter contre l'hypothermie et transfusion de solutés réchauffantes. Alors, il faudra lutter aussi contre l'acidose métabolique et la coagulopathie. Deuxième principe de cette prise en charge, c'est que la thérapeutique doit être adaptée, c'est-à-dire ne pas faire des examens inutiles qui peuvent retarder une indication opératoire en urgence, et cela est basé sur le triage des premiers des patients qui vont relever d'un traitement chirurgical, des patients qui vont relever d'un traitement de simple surveillance. Troisième principe de la prise en charge, c'est que ces patients doivent bénéficier d'une surveillance stricte. Il faudra noter tous les critères évolutifs, des paramètres hémodynamiques, leurs variations en fonction de transfusion de culoglobulaire nécessaires pour avoir un état hémodynamique stable. Alors, en faisant l'interrogatoire, l'examen clinique et en se basant sur les principes de prise en charge, il faudra conditionner le patient après avoir fait une hospitalisation, placer 2 voies d'abord veineuses périphériques de bon calibre, un sondage vésical et gastrique, un monitorage continu pour surveiller l'ECG, la tension artérielle et la saturation en oxygène. Une oxygénothérapie peut être nécessaire au masque, voire une ventilation assistée. Le pantalon anti-choc pour lutter contre l'hypothermie, le remplissage vasculaire par des macromolécules, ensuite la transfusion de sang et dérivés, et une antibioprophylaxie en cas de plaie pénétrante avec prophylaxie antitétanique si on est devant une plaie par arme blanche. Le bilan biologique doit faire partie intégrante des premiers gestes afin de préciser le groupe sanguin et donc surtout si on est amené à transfuser le patient, faire un bilan d'hémostase, une forme de numération sanguine, ionogramme sanguin et un bilan rénal hépatique, et on peut aussi rechercher une hématurée par le bandelette urinaire. Alors, le bilan morphologique, il existe un bilan systématique qui se fait dès l'admission du patient, une radiographie du thorax, du bassin, du rachis et des os longs, et puis une échographie abdominale si le patient est instable. Cette échographie doit être réalisée au lit du patient à la recherche d'un épancement ou de lésions d'organes pleins. Selon que l'état hémodynamique du patient le permet, c'est-à-dire si le patient est stable ou stabilisé après quelques mesures de réanimation, on pourra réaliser un body scan, c'est une TBM, scanner thoraco-abdominopelvien à corps entier. Donc, si on n'en dispose pas des examens précédents, on peut réaliser une ponction lavage péritonéale à la recherche de hémopéritoine. L'IRM, sa seule indication, ce sont les ruptures diaphragmatiques. Et puis, l'artériographie dans la radiologie interventionnelle à but thérapeutique afin de réaliser une embolisation lorsqu'il existe une plaie vasculaire qui est exprimée par une extravasation de produits de contraste à la radiologie. Alors, notre stratégie de prise en charge du traumatisme de l'abdomen dépendra de l'état hémodynamique de ce patient. Alors, si le patient est instable malgré les mesures de réanimation, on va se contenter d'une simple phase d'écho à la recherche d'un épanchement des lésions d'organes pleins.
Et bien sûr, parfois, l'état hémodynamique ne permet même pas une écho test-écho où celle-ci est réalisée et elle va aboutir à une indication chirurgicale en urgence. Deuxième cas de figure, c'est lorsque le patient est stable ou stabilisé. À ce moment-là, on peut réaliser d'autres examens radiologiques plus poussés, à savoir le scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche de lésions et qui va permettre d'aider la thérapeutique, soit indiquer un traitement chirurgical, soit un traitement non opératoire. Alors, au bout de cet examen morphologique, il y aura deux situations. La première, c'est sélectionner le patient qui présente des critères formels de la parotomie en urgence devant un patient qui présente un choc hypovolémique non contrôlable, témoignant d'un saignement actif. Lorsqu'il y a association entre lésions intra- ou extra-abdominales et qui peuvent compromettre le pronostic vital par l'effet de sommation, lorsqu'il existe un syndrome péritonéal évident témoignant d'une perforation d'organes creux, lorsqu'il existe une hémorragie extériorisée et lorsque le traumatisé est ramené avec une arme blanche in situ qui ne peut être enlevée qu'en salle opératoire. Et bien sûr, lorsqu'on est devant une plaie pénétrante avec éviscération. Alors, quels sont les critères d'abstention chirurgicale? C'est le patient qui présente une stabilité hémodynamique avec une pression artérielle systolique supérieure à 90 mm de mercure ou une fréquence cardiaque inférieure à 114 battements par minute, soit spontanément, soit après remplissage vasculaire au moins de 2 litres, enfin maximum de 2 litres. Si les critères évolutifs témoignent qu'une transfusion sanguine est moins de 3 kg globulaires et qui ont permis d'avoir un état hémodynamique stable, devant l'absence d'autres lésions intra-abdominales qui peuvent imposer une laparotomie, telle qu'une perforation d'organes creux, la certitude d'avoir une surveillance en unité de soins intensive et lorsqu'on dispose d'un plateau technique chirurgical et radiologique qui sont disponibles en permanence. Il existe des candidats qui peuvent relever d'un traitement conservateur. C'est le cas des traumatismes hépatiques et spléniques, en particulier des contusions qui sont survenues chez des patients qui ont bien réagi à la réanimation. Car il faut savoir que la morbimortalité post-opératoire et le risque infectieux post-splénectomie ne sont pas négligeables chez ces patients. Deuxième situation, c'est les contusions rénales et les hématomes rétro- et sous-péritonéaux pour lesquels, si l'importance du saignement le rend nécessaire, une embolisation radiologique sera beaucoup plus efficace qu'un geste chirurgical. De toutes les façons, l'indication chirurgicale revient au chirurgien. Alors, sur le plan pratique, lorsqu'on reçoit le patient au déchocage, il faudra donc au moins une radiographie du thorax pour éliminer des lésions pleuropulmonaires. Et puis, en fonction de l'état hémodynamique du patient, on va agir. Alors, devant un patient qui est stable, un scanner corps entier sera demandé. Et en fonction des lésions retrouvées, soit le patient est orienté en unité de soins intensifs pour surveillance, soit il y a une indication opératoire en urgence et à ce moment, le patient est admis au bloc opératoire. Deuxième situation, c'est que le patient présente un état hémodynamique instable. FAST-écho est réalisé au lit du malade. On peut associer une radiographie du bassin à la recherche de lésions et de fractures du bassin. Si le patient est stabilisé, à ce moment-là, on peut compléter notre investigation par un scanner corps entier. Si le patient est instable, à ce moment-là, soit on admet le patient au bloc opératoire pour laparotomie exploratrice, soit la lésion est en rapport avec un traumatisme vasculaire et à ce moment-là, on fait appel à l'artériographie en vue d'une embolisation vasculaire artérielle. Alors, chez un patient qui est instable, on réalisera une échographie abdominale, fast echo, focused assessment of sonography examination for trauma patient. Ceci dans un but de rechercher, premièrement, un épanchement intrapéritonéal qu'il faudra quantifier au niveau des espaces de déclivité, à savoir l'espace de Morisson, le cul-de-sac de Douglas, en périsplénique, le long des gouttières pariétocoliques et en interance. Et en fonction de la sommation
de ces épanchements au niveau de ces différents espaces. On peut avoir soit un score qui est moins de 3, et c'est le cas lorsqu'il y a un épanchement de minimum moyenne abondance, moins de 1 litre. Et lorsqu'on est devant un score supérieur à 3, ça veut dire qu'il y a un épanchement de moyenne, voire de grande abondance, plus de 1 litre. Alors, il faudra, en plus d'apprécier la quantité de cet épanchement, le qualifier. S'agit-il d'un épanchement gazeux, donc présence d'air en intra-abdominal, hématique ou liquidien? Alors, l'avantage de l'échographie, c'est qu'elle permet de préciser s'il existe un épanchement quand elle va le quantifier et le qualifier. Et elle peut nous orienter aussi sur l'organe lésé, à savoir les organes pleins tels que la rate, le foie et les reins, par la présence de plages hyper ou hypoéchogènes. Mais ce qu'on reproche à l'échographie, c'est qu'il peut y avoir une sous-estimation des lésions. Alors, chez le patient stable ou stabilisé, une TDM corps entier sera demandée, d'abord sans injection de produit de contraste, ensuite après injection de produit de contraste, et à ce moment-là, il faut faire une lecture au temps artériel, au temps portal, et après le temps sécrétoire 10 minutes après. Sans oublier de planter la sonde urinaire, bien sûr, qui permettra d'identifier des lésions de l'appareil urinaire et vésical. Il en résulte, au bout de cet examen morphologique, deux types de lésions. On peut avoir soit des lésions élémentaires on peut avoir des lésions particulières. Quelles sont les lésions élémentaires? Ce sont les hémopéritoines, les contusions, les foyers de lacération, de fractures, les hématomes, les perforations digestives qui vont s'exprimer par un pneumopéritoine, l'hémorragie, une hémorragie active par extravasation de produits de contraste, et des signes radiologiques ou scanographiques en faveur d'un choc hypovolimique. Alors, nous allons essayer d'illustrer ce type de lésion élémentaire sur des images scanographiques. Alors, ici, on a l'hémopéritoine qui se manifeste par un épanchement périhépatique dont on peut quantifier sa quantité, soit qu'il est mineur, modéré ou majeur, lorsqu'il est au-delà de 500 millilitres. On peut aussi retrouver un épanchement au niveau du cul-de-sac du Douglas. Les images de contusion hépatique avant injection de produits de contraste, voilà, ici, et après injection de produits de contraste. Donc, elles sont hypodenses avant et après. Elles prennent le contraste après injection de produits. Alors, les images de lacération, elles peuvent avoir cet aspect. Et on peut avoir aussi une fracture du parenchyme hépatique ou splénique. Cette fracture, elle peut être simple lorsqu'elle est unique. Et on parle de fracture intraparenchymateuse profonde lorsqu'elle dépasse les 3 cm de profondeur. Là aussi, nous avons une fracture du parenchyme splénique. Et cette fracture, elle peut être complexe lorsqu'il y a plusieurs traits de fracture. Donc, et on parlera de fracture complexe, le même cas de figure au niveau de cette image qui présente plusieurs traits de fracture splénique. Les lésions, toujours dans les lésions élémentaires, on peut avoir un hématome intraparenchymateux qui va se manifester sur le plan scanographique par une image hyperdense avant l'injection de produits de contraste et qui va devenir hypodense après injection de produits de contraste. Là aussi, au niveau du traumatisme splénique, la même chose, et avec un trait de fracture parenchymateux et un épanchement, voire un hématome sous-capsulaire au niveau de la rate. Alors, en faveur d'une perforation d'organes creux, c'est le pneumopéritoine scanographique et l'emphysème sous-cutané qui peut apparaître à l'imagerie. Et donc, ici, on a le pneumopéritoine qui peut être visualisé même lorsqu'il est minime. Là aussi, lorsqu'il y a une rupture duodénale, donc elle peut se manifester par un rétropneumopéritoine qui est visualisé à l'image scanographique. En faveur d'une hémorragie active, lorsqu'il existe une extravasation de produits de contraste,
artériel ou veineux. Nous avons ici une image de blush, voilà, qui témoigne d'un signe de gravité. C'est l'extravasation du produit de contraste. La même chose ici au niveau de la rate, extravasation du produit de contraste. Voilà. Alors le scanner permet non seulement de localiser le saignement, le vaisseau en cause qui est lésé, et il permet aussi de pratiquer, soit d'aider le chirurgien à faire son hémostase, soit de pratiquer l'embolisation par radiologie interventionnelle. Alors, la présence d'une petite aorte, d'un spasme au niveau des artères viscérales, une rate qui est peu rehaussée, une veine cave qui est plate, collabée, tout cela est en faveur de signes, ce sont des signes radiologiques en faveur du choc hypovolémique, également l'existence d'un reflux au niveau des veines sus-hépatiques et bien sûr l'épanchement intra-abdominal. Alors, à côté des lésions élémentaires, dont on vient de citer et d'illustrer par les images scanographiques, on parlera maintenant des lésions particulières qui vont intéresser les organes. Alors, on peut avoir en premier lieu le traumatisme de la rate. Ce deuxième lieu, c'est le foie. Ensuite, on a les lésions qui peuvent intéresser l'intestin et le mésentère, les voies biliaires et le pancréas, l'appareil urinaire et enfin les éléments du rétropéritoire. Alors, en premier lieu, les lésions spléniques. La rate est l'organe le plus souvent touché et un traitement conservateur est le plus souvent possible. Donc, nous avons la classification scanographique à AST qui permet de préciser le stade lésionnel et donc d'adapter la thérapeutique. Alors, on a 5 stades. Le premier stade, c'est une lacération superficielle moins de 1 cm ou hématome sous-capsulaire. Le stade 2, nous avons une rupture capsulaire ou une plaie superficielle parenchymateuse de moins de 1 cm. Le stade 3, c'est une plaie parenchymateuse profonde, supérieure à 1 cm, mais sans atteinte ilaire. Le stade 4, c'est une plaie atteignant le île. Et le stade 5, on a une fragmentation splénique. Il faut savoir que les 3 premiers stades peuvent relever d'un traitement conservateur, non opératoire, d'autant plus si le patient ne présente pas d'autres lésions imposant une laparotomie en urgence et qui peuvent compromettre le pronostic vital. Et alors que pour le stade 4 et 5, il relève soit d'un traitement par embolisation artérielle par radiologie interventionnelle, en cas par exemple de plaie vasculaire pour une embolisation, mais ici le risque c'est la thrombose et l'ischémie splénique secondaire, et le stade 5 où il y a une fragmentation splénique pouvant compromettre le pronostic vital et donc l'indication opératoire en urgence s'avère nécessaire. On peut avoir sur ce cas de figure une image d'un hématome sous-capsulaire, splénique, avec un trait de fracture parenchymateux au niveau de la rate. La visualisation d'un saignement actif par extravasation du produit de contraste, l'existence d'une atteinte du île splénique ou du péticule vasculaire témoigne que les lésions sont graves. Et donc, indication opératoire peut s'imposer en urgence. Nous avons ici sur ce cas de figure un traumatisme grave parenchymateux de la rate, avec ici une extravasation du produit de contraste. Alors, le traitement chirurgical peut s'imposer en urgence et on peut faire soit de simple hémostase allant de la suture à la pose de colle biologique et jusqu'à la splénectomie, d'abord partielle en se basant sur la vascularisation métamérique de la rate, ou bien totale, c'est la splénectomie radicale, ou bien c'est la pose de substances hémostatiques, c'est tel que le cas sur cette photo, où il y a mise en place d'une compresse hémostatique qu'on appelle les trélis. Le foie constitue le deuxième organe qui est le plus souvent atteint au cours d'un polytraumatisme.
Le traitement dans ces cas de figure peut relever d'un traitement conservateur le plus souvent, voire l'embolisation artérielle à la radiologie interventionnelle et rarement la chirurgie. Alors, ces indications thérapeutiques seront bien sûr établies en fonction de classification TDM de Nervis. Donc, en stade 1, c'est une avulsion capsulaire ou une fracture superficielle de moins de 1 cm, ou lorsqu'il existe un hématome sous-capsulaire de moins de 1 cm d'épaisseur avec une infiltration périportale. Le stade 2, lorsqu'on a une fracture de 1 à 3 cm de profondeur, ou lorsqu'il existe un hématome central ou sous-capsulaire de 1 à 3 cm de diamètre. Le stade 3, lorsqu'il existe une fracture supérieure à 3 cm de profondeur ou lorsqu'on est devant un hématome central ou sous-capsulaire de plus de 3 cm. Le stade 4, c'est lorsque l'hématome sous-capsulaire ou central est plus de 10 cm ou lorsqu'il y a une destruction tissulaire ou dévascularisation d'un des deux lobes. Et enfin, le stade 5, c'est le stade de la destruction tissulaire ou dévascularisation des deux lobes. On peut avoir des lésions des veines hépatiques ou de la veine cave rétro-hépatique, surtout observées au cours des traumatismes graves. Alors, sur cette image scanographique, nous avons ici un exemple d'hématome sous-capsulaire, voilà, mais qui reste périphérique avec risque de rupture secondaire. Et puis, sur cette image, nous avons plusieurs traits de fractures parenchymateuses avec risque de traumatisme décanobiliaire intra-hépatique. Lorsque le traumatisme hépatique est central, il existe un risque d'atteinte de la convergence biliaire avec ici de bile et en intrapéritonéal et entraîner un épanchement périhépatique biliaire ou bien une péritonite biliaire généralisée. Alors, il existe aussi, lorsque le traumatisme est périphérique, avec un foyer de contusion importante et un hématome parenchymateux périphérique, avec risque de lésion décanobiliaire intraparenchymateux. Ceci peut être aussi à l'origine soit d'une péritonite biliaire localisée ou de bilome, ou d'une péritonite généralisée avec issue de la bile en intra-abdominal. Les lésions au niveau des vaisseaux hépatiques est rare, mais elles sont très graves et souvent elles compromettent le pronostic vital. On peut avoir une désinsertion des veines sous-hépatiques. On peut avoir aussi des lésions au niveau de l'artère hépatique et qui peut relever d'un traitement par radiologie interventionnelle, c'est-à-dire embolisation. Et les lésions au niveau de la veine porte, elles restent rares, mais elles sont souvent graves. Les traumatismes de la vésicule biliaire restent rares. Elles sont souvent associées à des lésions duodénales et ou hépatiques. Et on peut avoir soit l'aspect d'une vésicule collabée lorsqu'elle a été vidée de son contenu. On peut avoir des lésions pariétales à type d'hématome ou contusion de la paroi vésiculaire. On peut avoir un aspect hétérogène de son contenu par la présence d'un épanchement hématique intravésiculaire. Et on peut avoir également un épanchement pérévésiculaire associé ou périhépatique. Les lésions pancréatiques, elles sont extrêmement rares, elles surviennent surtout chez les sujets maigres, le plus souvent au cours d'un traumatisme direct, d'avant en arrière, et qui peut occasionner des lésions du bloc duodéno-pancréatique par contact contre le rachis dorsal. Les lésions du bloc duodéno-pancréatique, lorsqu'elles existent, elles peuvent être graves, et d'où l'importance de bien stadifier les lésions au scanner, car en fonction de leur gravité dépendra le geste thérapeutique. Alors, la classification AST des lésions du bloc duodéno-pancréatique, on peut avoir soit en stade 1 une simple contusion, lacération, mais le Rewirsung reste intact et pas de lésion duodénale. Dans le stade 2, nous avons une lacération, une section complète du corps ou de la queue du pancréas. Et dans ce cas de figure, le Wirsung est atteint, mais il n'existe pas d'atteinte duodénale. Dans le stade 3, c'est une section complète de la tête pancréatique.
Et dans le stade 4, nous avons en petit a l'atteinte duodéno-pancréatique avec une atteinte limitée du pancréas. Et en petit b, c'est une atteinte duodéno-pancréatique mais avec une atteinte sévère du pancréas. Alors, devant toute fracture parenchymateuse, il faudra rechercher une lésion du Wirsung. Il faut penser aussi, en cas de traumatisme céphalique du pancréas, il faudra rechercher et penser à un traumatisme duodénal associé et bien sûr des lésions au niveau du canal de Wirsung. Après les lésions spléniques, hépatiques et du bloc duodéno-pancréatique, il peut exister des lésions intestinaux-mésentériques. Alors, ces lésions sont rares, elles surviennent le plus souvent suite à un mécanisme de décélération par choc direct. Les lésions au niveau du mésentère vont entraîner une ischémie digestive secondaire et donc perforation digestive. Le diagnostic est souvent difficile et souvent retardé et peut entraîner des complications septiques qui vont augmenter la morbidité et la mortalité. Et ici, le traitement repose sur la chirurgie. Alors, l'élément radiologique au scanner qui va témoigner d'une perforation d'organes creux, c'est la présence de pneumopéritoine radiologique, comme le cas de figure ici, dans cette photo, là, avec parfois des anomalies pariétales et une infiltration mésentérique, témoignant du traumatisme intestinaux-mésentérique. Alors, à côté du pneumopéritoine témoignant de la lésion de l'organe creux, on peut avoir des lésions mésentériques par hémorragie active, donc extravasation de produits de contraste témoignant de lésions vasculaires, ou la présence de foyers de suffusion hémorragique, comme le montre ce cliché à ce niveau. Sur cette image, nous avons un pneumopéritoine qui témoigne d'une perforation probablement du côlon transverse. Et sur cette image, nous avons une lésion de la paroi colique, donc un hématome pariétal. Les lésions diaphragmatiques, elles sont rares, elles peuvent être isolées et les lésions à gauche sont beaucoup plus fréquentes qu'à droite. Alors, souvent, l'indication chirurgicale est possible et l'intérêt de l'IRM pour préciser l'ampleur de cette rupture. Sur l'imagerie, nous avons une protrusion des viscères abdominales en intrathoracique, donc l'estomac ici qui passe en intrathoracique, avec une déviation médiastinale du côté droit. Alors, quant aux lésions des organes rétropéritonéaux, les lésions peuvent intéresser les surrénales sous forme d'hématomes. Les lésions sont beaucoup plus fréquentes à droite qu'à gauche et souvent associées à un traumatisme hépatique. Je vous montre cette image ici. Le traumatisme rénal est souvent mineur. Il relève surtout d'un traitement conservateur. Parfois, on est amené à faire une embolisation artérielle ou la mise en place du sangle en double J. Bien sûr, l'indication thérapeutique dépendra de la gravité lésionnelle, d'où la classification AST concernant le traumatisme rénal. Alors, le stade 1, c'est une simple contusion, un hématome ou une lacération, mais sans effraction capsulaire et sans atteinte des voies excrétrices. Le stade 2, c'est une lacération du parenchyme rénal avec atteinte d'un groupe caliciel. En petit a, sans lésion capsulaire, et en petit b, nous avons soit une lacération parenchymateuse, mais sans atteinte des vaisseaux excrétrices. Par contre, ici, on a une effraction capsulaire. Le stade 3, également subdivisé en deux petits types de lésions, soit en stade A, lorsqu'il existe une lacération parenchymateuse avec atteinte des voies excrétrices et effraction capsulaire. En stade B, c'est le stade d'éclatement, fracture complexe ou éclatement du parenchyme rénal. Le stade 4, c'est des lésions, il existe des lésions vasculaires pédiculaires qui peuvent relever soit d'une embolisation, soit d'un traitement chirurgical
à type de néphrectomie. Alors, quelques exemples radiologiques. Donc ici, nous avons un hématome parenchymateux sous-capsulaire avec plus ou moins une rupture capsulaire à ce niveau-là. Là aussi, il y a un parenchyme, il y a un hématome sous-capsulaire et il peut y avoir à certains niveaux, donc une effraction capsulaire. Alors ici, dans ce cas de figure, nous avons une fracture parenchymateuse rénale. L'atteinte vasculaire rénale peut s'exprimer soit par une rupture du pédicule vasculaire qui va se manifester par une extravasation du produit de contraste, comme elle peut être à type de dissection arrêtée. Quant au traumatisme vésical, la rupture peut se faire soit en sous-péritonéal, souvent elle est associée à une fracture du bassin, et sur l'imagerie, nous avons une vessie qui est vide, témoignant parfois d'anomalies pariétales, c'est-à-dire traumatisme, rupture ou solution de continuité au niveau de la paroi vésicale. Mais si la rupture se fait au sous-péritonéal, on peut se contenter des traitements conservateurs. Par contre, lorsque la lésion vésicale se fait avec une rupture intrapéritonéale, elle va être à l'origine d'un neuropéritoine et qui va relever donc du traitement chirurgical en urgence. Avec présence rupture donc vésiculaire de la paroi, une rupture de la paroi vésicale avec issue des urines en intrapéritonéal. Alors, lorsque les lésions intéressent les gros vaisseaux rétropéritonéaux, tels que l'aorte, au niveau de l'aorte abdominale, c'est souvent le cas d'un anévrisme, d'un faux anévrisme, donc après dissection aortique, et issu de sang dans le rétropéritoine. Donc, un épanchement hépatique rétropéritonéal associé à une dissection aortique, ou là, en rapport avec une dissection aortique. Par contre, les lésions au niveau de la veine cave inférieure, elles sont souvent très grave parce qu'elle va occasionner une rupture directe, donc un saignement actif et souvent compromettant le pronostic vital du patient. Alors les lésions peuvent, chez le traumatisé de l'abdomen, peuvent intéresser le contenu dont nous avons déjà décrit, que ce soit sur le plan intrapéritonéal ou rétropéritonéal, comme ce traumatisme peut intéresser le contenant, y compris le traumatisme de la paroi abdominale, notamment le traumatisme musculaire. Alors, il faut savoir différencier une lésion de la paroi abdominale qui est très hémorragique d'un hémopéritoine. Il faut savoir faire la différence, car un hémopéritoine impose une indication en urgence. Par contre, s'il existe un hématome, une hémorragie, une lésion musculaire avec hémorragie responsable d'un hématome pariétal, on peut se contenter de traitements non opératoires et d'une surveillance. Alors finalement, ce scanner, il a beaucoup d'intérêt. Il doit se faire avant injection de produits de contraste, après injection de produits de contraste et faire la lecture au temps portal et après au temps sécrétoire. Alors il faut savoir bien décrire clairement les différentes lésions au réanimateur et au chirurgien, tout en connaissant l'impact thérapeutique et il ne faut surtout pas passer à côté des lésions intestinaux mésentériques. Alors, si on veut résumer, quels sont les principes généraux de la prise en charge du traumatisé de l'abdomen? Donc, toutes les par arme à feu nécessitent une chirurgie exploratrice, un bilan radiologique. Les plaies par arme blanche, lorsqu'on fait un bilan radiologique et il s'avère négatif, sans les lésions viscérales, on peut se contenter de la surveillance. Par contre, lorsqu'il est positif, il impose une laparotomie en urgence. Les traitements sont adaptés en fonction des organes lésés et bien sûr en fonction du stade lésionnel qui est précisé à l'imagerie.
Lorsqu'on est devant une indication opératoire, devant un traumatisme splénique, on peut aller de la simple césure à la pose de colle biologique, la splénectomie partielle ou totale, et parfois c'est l'indication d'une embolisation par radiologie interventionnelle. Concernant le foie, là aussi, il existe des thérapies basées sur la céture parenchymateuse, la ligature vasculaire, le clampage de Pringle. Parfois, on est amené à faire un packing pour assurer l'hémostase. L'embolisation artérielle peut trouver ses indications lorsqu'il y a une plaie artérielle, et ceci par radiologie interventionnelle, et comme on peut être amené aussi à réaliser des hépatectomies en urgence. Lorsque le traumatisme il intéresse les reins, c'est souvent la surveillance, sauf lorsqu'il existe un saignement actif, et là on a le choix entre l'embolisation et en cas d'échec, c'est la néphrectomie. S'il y a lésion d'organes creux, c'est l'indication opératoire, alors elle peut aller de la simple céture jusqu'à la résection anastomose ou sans anastomose. Les lésions des gros vaisseaux rétropéritoniens relèvent d'une chirurgie réparatrice. Et puis les lésions au niveau des vaisseaux pelviens, on peut faire soit la contention, la fixation des fractures du bassin et voir l'embolisation. Alors, la surveillance doit être au chevet du patient, elle doit être clinique, biologique et morphologique, en répétant la formule de numération sanguine et parfois l'échographie ou le scanner de contrôle, surtout lorsqu'on a opté pour un traitement non opératoire. Cette surveillance doit être prolongée dans un but de déceler les moindres complications. Ces complications peuvent être immédiates, c'est le cas des hémorragies ou du syndrome du compartiment. Elles peuvent être précoces, c'est-à-dire que le patient est stable au début, ensuite il va dégrader son état hémodynamique. C'est le cas le plus souvent de ruptures secondaires, ou ce qu'on appelle les ruptures en deux temps, ou lorsqu'il apparaît un syndrome péritonéal quelques jours après le traumatisme. Les complications peuvent être tardives à type d'abcès sous-phrénique, de focus du pancréas ou de rupture de col diaphragmatique. Alors, on terminera par une conclusion. Il faut savoir que la stratégie diagnostique et thérapeutique face à un traumatisme de l'abdomen reste guidée par l'état hémodynamique du patient et des moyens diagnostiques dont on dispose. La TBM corps entier semble être l'examen le plus susceptible de localiser le saignement et sa cause, et c'est le seul examen qui permet de diagnostiquer les lésions des organes digestifs creux par la mise en évidence même des petits pneumopéritoines ou des rétropneumopéritoires. Alors l'essor, la disponibilité de l'échographie et de la TBM facilite bien la prise en charge de ces patients, en particulier les patients qui sont inconscients ou qui présentent un polytraumatisme grave.